The Epstein files have just been released by the Justice Department. We are sifting through them now, and we're going to bring you what we find as we and our teams find it throughout this hour. Let's get off the sidelines and head into the arena. My panel is here, and we're joined by CNN Crime and Justice correspondent Katelyn Polantz and CNN senior White House correspondent Kristen Holmes. Katelyn, first to you. I know that our teams are digging through these files. Is there anything you can tell us so far about what we've learned? Il arrive parfois que le fonctionnement habituel des institutions soit sensiblement modifié. Une procédure récente, techniquement simple, a été suivie avec attention. Non pas pour ce qu'elle décide dans l'immédiat, mais pour ce qu'elle révèle des critères qui régissent le système. Le 18 décembre 2025, une requête déposée auprès du tribunal fédéral du district sud de New York a de nouveau placé le nom de Jeffrey Epstein au centre d'une controverse judiciaire, qui, même des années après sa mort, reste ouverte sur les plans institutionnels, moral et documentaires. La requête, déposée par des avocats associés à NBC News, visait à obtenir la divulgation des noms de 2 personnes citées dans le dossier comme co-auteurs ou témoins importants dans l'affaire pénale initialement ouverte contre Epstein en 2019. À l'époque, ces identités avaient été gardées secrètes par le tribunal, à la demande du ministère public, au motif que les 2 personnes pourraient être appelées à témoigner. Cependant, plus de 6 ans après le classement de l'affaire en raison du décès du défendeur, sans qu'aucune audience ou action complémentaire n'ait été engagée, la demande de divulgation est revenue à l'ordre du jour judiciaire, accompagnée désormais d'un argument supplémentaire, l'intérêt public concernant la conduite des autorités fédérales impliquées dans l'accord qui a garanti l'impunité partielle d'Epstein et protégé des personnalités de haut rang associées à son cercle. Cette démarche méritait déjà en soi l'attention des institutions, mais c'est la réaction immédiate du ministère de la Justice, par le biais d'une opposition signée par des procureurs nommés sous l'administration Trump, qui a transformé un geste juridique de routine en un nouveau chapitre du débat sur ce qui peut ou non être divulgué dans cette affaire. Au lieu d'adhérer à la logique selon laquelle la clôture des possibilités procédurales rendait le secret obsolète, le DOJ a activement défendu le maintien de la confidentialité, arguant, entre autres raisons, que les personnes concernées avaient elles-mêmes exprimé, par l'intermédiaire de leurs avocats, leur souhait de rester anonymes. La justification formelle utilisée par le ministère public était ce qu'on appelle l'intérêt de la vie privée de tiers, un argument générique présent dans les normes de protection procédurale, mais dont l'application, dans ce cas précis, a suscité des réactions immédiates de surprise et de critiques de la part de juristes, de journalistes d'investigation et de défenseurs des droits des victimes. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité aux résultats immédiats de la requête et a été interprété par beaucoup comme le symptôme d'une logique institutionnelle plus profonde, dans laquelle l'opacité apparaît comme une stratégie de préservation des structures d'influence consolidées. La réintroduction du secret comme instrument juridique n'était pas en soi une nouveauté, mais le contexte et les acteurs impliqués ont rendu ce geste très significatif. Le nom du procureur Jay Clayton, désigné comme principal signataire du document, s'opposant à la divulgation, figure parmi les personnes nommées par la Maison-Blanche pendant la présidence de Donald Trump, et a déjà été impliqué dans des décisions controversées dans le domaine de la politique pénale et financière. L'action du DOJ n'a donc pas été interprétée uniquement comme une lecture prudente de l'équilibre entre transparence et confidentialité, mais comme la poursuite d'une politique institutionnelle engagée des années auparavant, dont l'objectif central semblait être d'éviter que certains noms ne soient soumis à l'évaluation publique, même lorsqu'il n'existait plus de risque juridique objectif justifiant la confidentialité. Les documents judiciaires consultés par des analystes indépendants indiquent que les 2 personnes protégées par le ministère de la Justice avaient reçu, dès 2018, des virements bancaires d'un montant considérable, 100 000 et 250 000 $ respectivement. Précisément à l'époque où le Miami Herald a commencé à publier une série d'articles d'investigation sur les crimes sexuels commis par Epstein, et les termes de l'accord controversé
de non-poursuite signé en 2008 avec le procureur Alexandre Acosta, qui allait occuper le poste de secrétaire au travail sous l'administration Trump. Dans cet accord, Epstein a été autorisé à plaider coupable uniquement pour 2 chefs d'accusation mineurs devant un tribunal d'État de Floride, même après que le ministère de la Justice ait rédigé un acte d'accusation fédéral de 53 pages, comprenant les témoignages d'une trentaine de jeunes filles âgées de 13 à 16 ans qui affirmaient avoir été victimes d'abus sexuels. L'accord a été conclu, et comme cela a été révélé des années plus tard, gardé secret, même vis-à-vis des victimes elles-mêmes, contrairement aux exigences légales fédérales. Le nouveau refus du ministère de la Justice de divulguer les noms des éventuels complices rémunérés par Epstein a ravivé cette histoire et a remis sur le tapis les questions relatives au rôle des institutions fédérales dans la dissimulation de réseaux de protection qui dépassent les limites de la légalité stricte. L'argumentation construite par le ministère de la Justice dans le document envoyé à la Cour reposait sur 3 piliers. Le premier, déjà écarté pour manque d'applicabilité, consistait à protéger les témoins qui pourraient encore témoigner devant le tribunal, hypothèse abandonnée par l'organisme lui-même lorsqu'il a admis que les personnes impliquées ne seraient convoquées à aucune audience. Le deuxième, encore plus vague, faisait référence à d'éventuels dommages à l'efficacité judiciaire ou au travail d'enquête en cours, sans indiquer quelle procédure ou quelle enquête serait compromise par la divulgation de ces informations. Le troisième pilier, plus flexible d'un point de vue interprétatif, était précisément l'argument de la vie privée. Bien que la deuxième chambre de la Cour fédérale autorise, dans certains cas, la prise en compte des intérêts de tiers pour justifier la confidentialité des documents, la jurisprudence exige également qu'il s'agisse d'individus innocents et sans lien avec des pratiques criminelles. Le fait que ces personnes aient reçu de l'argent directement d'Epstein dans des circonstances très sensibles et qu'elles figurent dans des documents officiels comme bénéficiaires de clauses d'immunité négociées par le défendeur lui-même, a conduit les juristes à remettre publiquement en question l'utilisation de cet argument. À partir de là, la tension narrative qui entoure l'affaire n'est plus seulement un conflit entre la presse et le pouvoir judiciaire, mais est désormais considérée comme un nouvel épisode du long conflit sur la légitimité de l'action de l'État face à des crimes impliquant des personnalités protégées par des réseaux politiques et économiques influents. L'impact de cet épisode s'étend donc au-delà de la décision ponctuelle de la Cour de New York et touche au fonctionnement plus large des institutions fédérales lorsqu'elles sont confrontées à la nécessité de revoir leurs propres décisions passées. À partir du moment où le ministère de la Justice a décidé de s'opposer formellement à la divulgation des noms, l'affaire a été réinterprétée par les analystes comme illustrant un phénomène plus large, la persistance de stratégies juridiques et administratives guidées non seulement par des critères techniques, mais aussi par une logique de préservation institutionnelle qui transcende les administrations et survit au changement de gouvernement. L'argument central du DOJ, la protection du droit à la vie privée des personnes non formellement accusées, n'était pas nouveau dans le domaine juridique, mais il a pris une nouvelle connotation lorsqu'il a été replacé dans le contexte de l'historique du ministère public dans les affaires ayant eu un retentissement public. Pour comprendre la nature de ce changement, il faut tenir compte de l'évolution de la doctrine connue sous le nom de présomption de régularité, principe juridique selon lequel les actes des procureurs fédéraux et des représentants de l'État doivent être, jusqu'à preuve du contraire, considérés comme licites, éthiques et guidés par l'intérêt public. Cette présomption, bien que fonctionnelle dans les démocraties consolidées, a été de plus en plus remise en question à la suite d'épisodes où les actions du DOJ ont frontalement contredit les attentes minimales en matière de transparence et de responsabilité, en particulier dans des affaires très médiatisées, telles que celles liées à la responsabilité de fonctionnaires ou d'hommes d'affaires ayant des connexions politiques importantes. L'affaire Epstein, qui réunissait des éléments de crimes sexuels, des accords extrajudiciaires confidentiels et une protection institutionnelle, est devenue un point d'inflexion dans ce processus d'érosion de la confiance présumée dans les institutions fédérales.
C'est dans ce contexte que l'opposition à la requête de NBC News cesse d'être un geste isolé et s'inscrit dans un ensemble plus large d'initiatives qui, selon certains secteurs du pouvoir judiciaire et de la société civile, visent à limiter l'accès de la population à des informations impliquant des responsabilités partagées par différentes instances de l'État. La convergence des facteurs qui sous-tendent cette interprétation peut être illustrée par d'autres initiatives récentes du ministère de la Justice lui-même dans cette affaire. Quelques mois avant la nouvelle requête examinée par la Cour, le même ministère avait demandé, avec une large couverture médiatique, la divulgation des transcriptions du grand jury qui avait enquêté sur les activités de Ghislaine Maxwell, proche collaboratrice d'Epstein. Dans cet épisode, la demande de divulgation a été interprétée comme une tentative de démontrer la transparence institutionnelle, bien que le contenu révélé n'ait pas ajouté d'informations substantielles à ce qui était déjà connu. Les juristes qui suivent l'affaire ont observé que, malgré le discours sur la transparence, le DOJ n'avait pas préalablement informé les victimes de la divulgation de ces documents, contrairement aux normes juridiques et aux décisions judiciaires antérieures. Cette même négligence à l'égard des droits des victimes contraste avec la diligence dont a fait preuve le ministère dans sa communication avec les deux personnes protégées dans la nouvelle requête. Toutes deux ont été rapidement consultées par l'intermédiaire de leurs représentants légaux et leur souhait de préserver la confidentialité a été immédiatement pris en compte comme argument central dans la demande de non-divulgation. Cette asymétrie a renforcé, dans le débat public, la perception qu'il existe un modèle de protection sélective qui favorise certains profils, en particulier ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas été formellement inculpés, mais qui apparaissent régulièrement dans les documents judiciaires comme bénéficiaires directs d'accords extrajudiciaires ou destinataires de paiements d'origine sensible. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a de nouveau occupé une place importante dans l'agenda institutionnel, même en l'absence de nouveaux développements procéduraux. Elle reflète les priorités implicites dans la gestion des informations sensibles par les autorités fédérales. Au fil des ans, plusieurs experts ont débattu du rôle du DOJ en tant qu'intermédiaire entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. En théorie, sa fonction serait d'appliquer la loi de manière impartiale, en servant de pont fiable entre les intérêts de la justice et les mécanismes opérationnels du gouvernement. Dans la pratique, cependant, différentes administrations ont été accusées d'instrumentaliser l'institution, soit en nommant des procureurs politiquement alignés, soit en interférant indirectement dans la conduite des enquêtes. L'affaire Epstein figure parmi les exemples les plus récurrents de cette tension, principalement en raison de la nomination d'Alexandra Costa au poste de secrétaire au travail, après avoir été directement responsable de la formalisation de l'accord de non-poursuite en 2008. Cette nomination a été largement critiquée par les organisations de défense des droits des victimes et par les membres du Congrès, qui ont fait valoir qu'elle représentait une forme de récompense pour des comportements qui, à tout le moins, devraient faire l'objet d'un audit indépendant. À partir de là, la demande de révision des affaires dans lesquelles des accords extrajudiciaires avaient été conclus dans des circonstances opaques s'est accrue. Et l'affaire Epstein est progressivement devenue le symbole d'un modèle de justice qui privilégie le silence et la protection au détriment de la pleine responsabilité. Ce contexte aide à comprendre pourquoi la décision du DOJ en 2025 n'a pas été interprétée uniquement comme une décision technique, mais comme une réaffirmation institutionnelle de pratiques antérieures, désormais sous la surveillance renouvelée d'un secteur juridique et politique qui exige de plus en plus de rendre des comptes sur les mécanismes qui régissent la confidentialité dans les affaires à forte répercussion. L'accumulation d'événements antérieurs, ajoutée à l'action récente du DOJ, a créé les conditions pour que l'affaire soit réinterprétée à la lumière d'une nouvelle sensibilité institutionnelle. En d'autres termes, ce qui pouvait auparavant être toléré dans le cadre du fonctionnement interne de la justice pénale est désormais perçu comme un indicateur de déséquilibre entre les droits des victimes, l'intérêt public et les mécanismes de protection juridique utilisés par des personnalités proches de réseaux d'influence. Ce changement de perception ne s'est pas produit de manière homogène, ni n'a été unanimement accueilli par tous les acteurs du système judiciaire.
Néanmoins, l'attention croissante accordée à cette question par les juges, les procureurs indépendants, les journalistes et les représentants de la société civile indique qu'un changement est en cours. Une sorte de reconfiguration de la manière dont les paramètres de transparence, de confidentialité et de responsabilité sont compris au sein des institutions fédérales. La nouvelle requête de NBC News, en provoquant une réponse aussi immédiate et catégorique de la part du ministère de la Justice, agit comme un catalyseur de ce processus, car elle oblige les institutions à revoir leurs propres critères de décision, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des affaires qui, bien que formellement closes, continuent d'avoir des effets politiques importants. Alors que la demande formelle déposée par NBC News reste en attente d'une décision judiciaire définitive, le débat sur sa pertinence institutionnelle continue de s'amplifier, révélant des interprétations divergentes sur la manière dont les institutions doivent agir face à des affaires sensibles, comme celles liées à Jeffrey Epstein. Dans le monde juridique, le suivi de cette affaire a mis en évidence une division analytique qui dépasse les clivages partisans et expose des dilemmes structurels liés aux limites de la transparence publique, à la légitimité du secret et aux obligations de l'État envers les victimes et l'intérêt collectif. L'une des interprétations soutient que la position adoptée par le ministère de la Justice, en défendant le maintien du secret, reflète la persistance de pratiques institutionnelles qui, historiquement, ont privilégié la protection des réseaux d'influence, au détriment de la préservation de la mémoire institutionnelle et de la pleine application de la justice. Pour ces analystes, le fait que les personnes mentionnées aient reçu des sommes d'argent importantes de la part d'Epstein à des moments jugés stratégiques, associés à la présence de leur nom dans les clauses d'immunité signées par l'accusé lui-même, affaiblit toute présomption technique d'anonymat ou d'innocence d'un point de vue juridique. Cette interprétation ne repose pas sur des évaluations morales ou des suppositions subjectives, mais sur des documents officiels figurant dans les dossiers de l'année 2019 et sur des registres de mouvements financiers préalablement identifiés par des enquêtes menées au cours de périodes antérieures. Dans cette optique, le soutien du ministère de la Justice au maintien du secret actuel serait compris comme la réitération d'une logique institutionnelle qui, dans le passé, a permis la conclusion de l'accord de 2008 en dehors des paramètres juridiques attendus, sans communication adéquate aux victimes et avec des dispositions largement favorables aux défendeurs. La protection désormais invoquée, bien que formellement soutenue par des normes relatives à la vie privée, serait interprétée comme la poursuite de ce mécanisme de protection institutionnelle. Dans un sens différent, il existe des interprétations plus prudentes qui reconnaissent la complexité de l'impasse soumise au pouvoir judiciaire. Selon cette perspective, la divulgation des noms peut constituer une violation du droit à la vie privée de personnes qui n'ont jamais été formellement accusées ou condamnées. Les juristes qui partagent cette opinion soulignent que l'orientation consolidée par la deuxième chambre, selon laquelle il convient de prendre en compte le risque d'atteinte à la réputation des tiers mentionnés dans les documents judiciaires archivés, reste valable, surtout lorsqu'il n'y a pas d'espoir concret de réouverture du procès. L'absence de nouvelles accusations formelles ou de récentes mesures d'enquête renforcerait l'idée que le pouvoir judiciaire doit préserver la confidentialité des personnes qui, bien que citées par Epstein ou par les représentants de l'accusation dans le passé, n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales autonomes. Pour ces analystes, le rôle du pouvoir judiciaire n'est pas de satisfaire la curiosité du public ni de répondre à des pressions symboliques en faveur de la responsabilisation, mais d'équilibrer des droits fondamentaux concurrents, notamment le droit à la vie privée et à la protection contre une exposition indue. Dans cette lecture, l'action du ministère de la Justice, bien que politiquement sensible, serait soutenue par des fondements techniques cohérents et compatibles avec la jurisprudence en vigueur. La difficulté centrale résiderait donc dans la définition de ce qui caractérise effectivement un tiers innocent. Dans un contexte marqué par des ambiguïtés institutionnelles, telles que des transferts financiers sans explication claire, des accords conclus à huis clos et l'absence de notification formelle aux victimes.
Entre ces deux pôles d'interprétation, il existe également des analyses intermédiaires qui cherchent à approfondir le débat et à introduire de nouveaux éléments de réflexion. L'une de ces approches suggère que le problème principal ne réside pas dans l'existence du secret en tant que catégorie juridique, mais dans la manière inégale dont il a été appliqué par les institutions. Le contraste entre l'absence de communication adéquate aux victimes lors de la divulgation des transcriptions du grand jury, qui a eu lieu quelques mois auparavant, et la rapidité avec laquelle les deux personnes actuellement protégées ont été consultées renforce l'impression que les principes juridiques sont appliqués de manière sélective, en fonction du profil des personnes impliquées. Cette asymétrie, plus qu'un détail technique, serait révélatrice d'une logique institutionnelle dans laquelle les critères d'exposition publique ne sont pas définis par la gravité potentielle de l'implication dans les crimes, mais par la position occupée dans les réseaux de pouvoir et la proximité des centres de décision. Cette interprétation ne propose pas la suppression du secret comme instrument juridique, mais sa révision minutieuse, guidée par des paramètres objectifs capables d'assurer l'égalité dans la protection des droits et d'éviter l'instrumentalisation des normes juridiques au profit d'intérêts spécifiques. Le débat passe ainsi du plan de la légalité abstraite à celui de la légitimité concrète des décisions prises par les autorités fédérales. En attendant la décision finale du magistrat responsable, la situation reste ouverte et marquée par des incertitudes. Il n'est pas possible d'anticiper le poids qui sera accordé aux arguments présentés par le ministère de la Justice par rapport aux demandes de la presse, ni si le pouvoir judiciaire considérera suffisantes les justifications fondées sur la protection de la vie privée compte tenu de l'importance publique de l'affaire. Selon l'issue, de nouvelles références pourraient être établies concernant les limites du secret dans les procédures déjà closes, la portée de la liberté de la presse sur des questions à fort impact institutionnel, et la manière dont le pouvoir judiciaire gère la mémoire des crimes impliquant des personnes protégées par des accords extrajudiciaires. L'incertitude actuelle incite les analystes à la prudence et indique que toute conclusion définitive à ce stade serait prématurée. Ce que l'on peut affirmer sur la base des éléments disponibles, c'est que la demande déposée en décembre 2025 a réactivé une zone de tension institutionnelle qui semblait endormie depuis la mort d'Epstein et que les effets de cette réactivation sont encore en cours de consolidation. En se penchant sur la question, la Cour ne se prononcera pas seulement sur la divulgation de deux noms, mais aussi sur la place qu'occupe la transparence, la mémoire institutionnelle et la protection des droits dans un système continuellement tendu par ses propres contradictions.